Variation sur l'écriture à vocation autobiographique. Ayant tenté l'expérience d'un projet d'écriture un peu particulier, j'ai été amenée à de nombreuses réflexions, avant, pendant, après l'écriture, et je souhaitais les partager avec vous. Le rôle de l'expérience personnelle dans l'écriture romanesque. Tout d'abord, il me paraît très difficile de composer des personnages, des situations dont on ignore tout, car on le ferait d'un point de vue totalement extérieur et hasardeux, ou bien on y parviendrait à force d'intenses recherches documentaires et d'enquêtes qui permettraient de pallier l'inconnu, parfaitement inaccessible de manière juste. Face à ce manque, on risque de rester à la surface d'une réalité insaisissable. Et je n'ai pas pris ce risque moi-même. En revanche, nombre d'œuvres sonnent justes, grâce à un travail acharné d'investigation. Force est de constater que tous les grands auteurs n'ont probablement pas expérimenté personnellement les univers qu'ils brossent avec talent et précision. Zola n'a-t-il pas consacré un temps considérable à ses carnets d'enquête qui ont nourri ses Rougon-Macquart? Les exemples sont nombreux, mais cela demande un génie et un travail assidu que je n'ai pas cherché à consentir, car mon projet était de toute façon différent. L'essentiel reste selon moi de former un projet d'écriture en accord avec soi-même, et de se donner les moyens de le construire à la hauteur des exigences qu'il implique. Je suppose que si l'on veut mener à bien un projet qui exige des recherches, des rencontres, il faut s'y plier et témoigner une grande curiosité, une réelle volonté d'ouverture à l'autre pour combler les manques. Aller à la rencontre de cet autre, qui peut aussi être un fascinant miroir de soi, d'où la possibilité de trouver une jonction dans cette tension. La vie, principale source d'inspiration. De toute évidence, l'expérience personnelle est encore le sujet que l'on maîtrise le mieux et qui demande le moins de travail, apparent néanmoins. Encore faut-il être prêt et apte à sonder au plus profond de soi ce qui nous paraîtrait a priori intéressant, de partager avec de potentiels lecteurs, d'être capable d'y poser les mots adéquats, de partir à la recherche d'une justesse, en adéquation avec ce fond de soi, de renoncer à produire des effets. Le fond comme la forme ont à concorder avec ce que l'on souhaite dévoiler et partager avec autrui, sans trahir cette petite totalité vraie, enfouie, si difficile à soumettre à la rencontre et au jugement d'une autre subjectivité. C'est un équilibre fragile à trouver. Cela demande également une grande lucidité et une honnêteté avec soi-même qui sera se détacher du jugement de l'autre. Je pense qu'il ne faut pas chercher à produire un effet sur le lecteur qui soit de l'ordre du jugement ou de l'affection, mais rester dans un effort de communication. Et pour cela, on essaie de trouver une forme qui nous soit à la fois fidèle et conforme à ce projet de partage. Une tension entre l'écrivain et le lecteur, résolue par la volonté d'un partage authentique. Au-delà du fait que le texte échappe toujours partiellement à son auteur et sera nécessairement reconstruit par le lecteur, c'est une évidence, il ne s'agit pas de renoncer à l'intégrité de son propre discours et à considérer que le lecteur saura se saisir de tout ce qui l'intéresserait subjectivement pour délaisser le texte, qui n'autorise pas toutes les interprétations possibles. Le lecteur a sa part active, il construit, s'approprie les mots pour façonner une réalité qui lui est propre, mais celle que l'auteur a mise dans son écrit existe bel et bien. Et si elle n'est pas entièrement saisie, si elle sera déformée inévitablement, reconstruite, l'intervention du lecteur n'efface pas pour autant ce lien et cette vérité que l'auteur a créée et investie à travers son écriture. La relation auteur-lecteur. En conséquence, jusqu'où l'auteur peut-il accepter de ne pas être compris, comme dans un dialogue entre amis? S'agit-il vraiment de chercher à tout prix à se faire entendre dans une parfaite justesse? Je crois que non, sans quoi l'entreprise est d'emblée vouée à l'échec et à la frustration. Accepter de laisser une totale liberté au lecteur, y compris celle à lire, est une règle du jeu fondamentale. Sur la base d'un lien qui commence à se nouer à travers la lecture, la relation entre l'auteur et le lecteur serait un peu comme un lien d'amitié distancié et différé, où l'on échange entre inconnus, dans une intimité bien plus grande que dans une amitié réelle. On ne connaît pas le lecteur, on ne le voit pas, on partage ce qu'il y a de plus profond et d'ineffable avec un interlocuteur étranger, invisible, en acceptant de n'avoir aucun retour.
C'est un peu comme deux monologues qui se rencontreraient sans risque d'échec, parce que la rencontre n'a pas vraiment lieu. C'est exaltant, et je vis l'écriture comme un moment de partage authentique, plénier, libre, parfois fantasque, dans un univers où l'on ne s'engage pas tout à fait dans la réalité, sans contradiction, sans incompréhension conflictuelle, sans frustration. Ensuite, dans le monde de la réalité, les retours de lecture sont toujours agréables, quoi qu'on ait pensé de mon livre et sans doute de moi. Avoir fait plaisir et donné l'occasion de passer un bon moment, voire davantage, est la seule gratification qui m'intéresse. La concordance des visions a moins d'importance. Le rapport à la vérité dans l'écriture autobiographique. Je ne reviendrai pas sur le remarquable pacte autobiographique de Philippe Lejeune, que tout le monde connaît. Si j'ai fait le choix de contourner cette problématique en inventant une forme qui me dispense de tout engagement dans une écriture en braillet, c'est aussi parce que l'invention d'une forme certes déstabilisante, mais en adéquation avec mon être, devait me permettre, par la forme même, l'expression d'une certaine intimité. Sur le fond, je n'ai pas cherché à être juste avec l'histoire, avec un grand H. Si complexe, je savais dès le départ que cela sonnerait faux d'une certaine façon et ce n'était pas le but. Ce n'est pas ainsi que j'ai appréhendé cet aspect au cours de l'écriture, même si cette question était problématique dès le départ. La peur de trahir, de mentir sur des aspects historiques, et je me suis raisonnée. Mon objectif n'était clairement pas dans le registre du témoignage, du documentaire, c'est le regard que je portais, mon vécu qui devait sonner juste. J'ai donné vie à mes projections à des personnages vietnamiens ou français tels que je les imaginais sur la toile de ma mémoire familiale et de mes représentations mentales, et surtout proche de mon expérience singulière, en m'efforçant d'en extraire un morceau d'universel. Mon projet, donc, avait une vocation autobiographique, sans que je veuille le réaliser de manière traditionnelle, car l'écriture d'un roman, comme d'une autobiographie au sens strict, ne me convenait pas. C'est l'humain dans une dimension philosophique, existentielle, psychologique, qui devait être mon sujet. La contextualisation historique ne devait pas réduire mon champ d'investigation. Cela reste de l'ordre de l'environnement, aussi vivant et important fut-il. J'ai cherché une forme qui soit en adéquation avec ma façon d'être, entre poésie, conte philosophique. Tout cela devait être réuni pour me correspondre, dans une recherche symbolique. L'empreinte de l'auteur dans son écriture. Toujours présent, l'auteur hante son écrit. Sauf à composer une œuvre purement documentaire, il engage toujours sa subjectivité par le regard qu'il portera. L'œuvre de fiction est porteuse d'une vision du monde et de l'humain toujours unique. Au lecteur d'engager sa propre subjectivité en se réappropriant ses mots et d'analyser sa propre lecture qui agit comme un miroir révélateur. Et concernant ce premier écrit, je considère y avoir dévoilé ce que je suis, si loin et si proche à la fois des cultures françaises et vietnamiennes. De manière entièrement transposée, j'ai esquissé des portraits de femmes, d'hommes, des relations amoureuses, familiales, au plus près de ce que j'ai connu. Je suppose que mes propres décalages avec les deux cultures m'ont éloigné d'une vérité potentiellement attendue. Mes personnages ne pourraient sans doute pas exister, mais leurs souffrances, leurs interrogations, leurs aspirations sont au cœur de mon expérience. Quand sur le fond on cherche l'universel et que l'on est passionné par l'humain et par la vie, on a moins de chances de se tromper. Je suppose que mes histoires sont parfaitement transposables dans d'autres contextes culturels, que chacun peut y puiser ce qui fera écho avec sa propre expérience. La composition du livre, entre maîtrise consciente et découverte de soi. Dans ma démarche, j'ai comblé des chapitres préconstitués au fil de mes envies et de mon temps dans le désordre. La première partie fut facile à rédiger, j'y synthétisé un bilan de mes vies passées, dans un détachement assez facile, ne songeant qu'à garder l'essentiel, de moments clés, de souvenirs restés simples, beaux et forts, à mes yeux en tout cas, à conserver comme un album photo très personnel. Quant à la deuxième partie, je voulais la savourer et la recomposer au fil de mon vécu, me laissant le temps de vivre les étapes de mon voyage. Ainsi, l'écrivant, reste maître et conscient de son parcours. S'il ne l'est en amont même de l'écriture, il le sera à un moment donné, au cours de l'écriture, si son intention est là, ou a posteriori, au cours de ses multiples relectures. Choisir ce que l'on écrit, appréhender et ressaisir ses propres mots, engage un regard extérieur sur soi-même,
une distanciation passionnante. Quand on est rompu à l'analyse psychologique et à l'exercice quotidien du retour sur soi, c'est un procédé très efficace et d'une grande richesse. Et l'on se redécouvre à chaque relecture, ainsi qu'à travers le regard de celui qui aura eu la générosité de nous lire et de nous offrir en retour un grand moment de partage. Une expérience cathartique. Cette question m'intéresse particulièrement car elle touche à l'origine de mon projet. Quand je suis arrivée au Vietnam en 2016, je savais à ce moment précis que le voyage physique ne suffirait pas à nourrir mon cheminement. J'ai écrit toute ma vie sans chercher à publier, mais là j'ai su que seule une écriture longue, investie, pour ainsi dire vivante, comme une compagne qui nous suit, nous guide, me permettrait de vivre pleinement ce voyage retour, crucial. Le livre m'est apparu de manière fulgurante, évidente, et il était déjà là pour ainsi dire conçu, quelques semaines après mon arrivée, comme si je programmais la réussite de mon parcours intérieur sans en avoir encore exploré tous les chemins. Je devais guérir d'un traumatisme transgénérationnel et je n'ai jamais éprouvé le désir de trouver des réponses concrètes à tous les silences, aux secrets, aux quelques mensonges peut-être, que ma famille avait pu me dire, avec grande pudeur toujours. La seule chose que j'avais besoin d'embrasser, c'était cette souffrance immense, enquistée en moi, qui avait détruit ma famille et qui s'était répercutée inconsciemment chez une partie des membres de ma génération. Après l'exil de Caen d'ailleurs, 1964, comment s'est déroulé leur voyage, je ne le sais même pas, mais je n'ai pas éprouvé le besoin de savoir cela à tout prix. J'avais le besoin, simple et unique, de vivre, de ressentir les échos de ce mal au travers des rencontres dans le pays, des paysages découverts, humer une atmosphère, saisir une réalité sans entrer dans les détails futiles et souvent inaccessibles d'ailleurs. J'ai voulu créer un récit polyphonique, mélangeant des parts de moi-même et de ceux qui ont eu plus ou moins une part importante dans ma vie. Parmi ces voix-là, il y avait celle d'un proche, dont le cri silencieux devait exulter. Écrire ce livre pour lui qui n'a jamais trouvé les mots, et pour nous, restera un acte d'amour qui se suffira à lui-même. J'avais besoin de nous réparer, de nous suturer. Et quand bien même je l'aurais gravement trahi en lui prêtant mes propres pensées, mes mots, ma propre guérison, c'est un hommage que je lui devais, et c'était lui offrir mon bonheur enfin conquis. On ne guérit pas d'un traumatisme, mais on parvient à la résilience par la verbalisation, en posant des mots et en modifiant la résonance que ce mal a en nous, en faisant évoluer la représentation qu'on en a. Pour aider les fantômes à partir ou à s'apaiser, il faut les laisser parler, leur donner une voix, puis s'en détacher avec un regard devenu extérieur et bienveillant. Il faut apprendre à les aimer comme partie intégrante de nous-mêmes, leur permettre de cohabiter avec nous avec respect et amour, et par là même on achève la construction de la paix avec soi-même. En définitive, même si l'épreuve cathartique n'est pas toujours à la hauteur de nos espérances, on a parfois la chance d'accéder à une guérison profonde dans certains projets d'écriture. Ce fut d'ailleurs le cas exceptionnel de Charles Juillette aussi, duquel je me sens très proche quant au rapport à l'écriture, et dont je me permets de vous lire un extrait, la dernière page de son autobiographie, Lambeau. Tu sors de la forêt. Les brouillards se sont dissipés. Tes blessures ont cicatrisé. Une force sereine t'habite. Sous ton œil renouvelé, le monde a revêtu d'émouvantes couleurs. Tu as la conviction que tu ne connaîtras plus l'ennui, ni le dégoût, ni la haine de soi, ni l'épuisement, ni la détresse. Certes, le doute est là, mais tu n'as plus à le redouter, car il a perdu le pouvoir de te démolir, d'arrêter ta main, à l'instant où tout vient le désir de prendre la plume. La parturition a duré de longues, d'interminables années, mais tu as fini par naître et puis enfin donner ton adhésion à la vie. Depuis cette seconde naissance, tout ce à quoi tu aspirais, mais qui te semblait à jamais interdit, s'est emparé de tes terres. La paix, la clarté, la confiance, la plénitude, une douceur humble et aimante. Parvenu désormais à proximité de la source, tu es apte à faire bon accueil au quotidien, à savourer l'instant, t'offrir à la rencontre. Et tu sais qu'en dépit des souffrances, des déceptions et des drames qu'elle charrie, tu sais maintenant de toutes les fibres de ton corps combien passionnante est la vie.
Le champ des possibles donc dans l'écriture reste vaste. Il y a toujours une part plus ou moins forte de catharsis dans l'écriture. Consciente ou inconsciente, quel que soit le projet envisagé, tout texte écrit reste une mise en scène, non seulement une preuve soumise à notre propre censure, à notre jugement, avant, pendant, après, mais c'est aussi une tentative de rencontre avec soi-même, avec un destinataire autre, et c'est à mon sens une expérience riche et formatrice, au même titre que l'expérience concrète, réelle, celle de la vie. C'est bien connu, l'écriture a une vertu thérapeutique largement employée sous toutes ses formes. Écrire, peindre, jouer de la musique, tout est propre à servir d'exutoire et à trouver un prolongement de soi qui libère et permet de trouver une emprise, un prolongement de soi sur le monde extérieur, à des degrés divers et de mille et une façons. Ce mécanisme-là est toujours potentiellement en jeu. L'écriture et la beauté. Le grand pouvoir de la littérature est de répondre à toutes les ambitions. Peindre l'humain, c'est s'inscrire dans une tradition culturelle, dans une histoire collective et personnelle. C'est un regard porté sur le monde et un mode d'action, quel qu'il soit, et que l'on engage sur la réalité environnante, auprès du lecteur donc. Un message à transmettre, l'ouverture d'un dialogue, une partition argumentative, avec toujours cette recherche du beau, une dimension esthétique véhiculant des émotions. C'est un rapport au monde qui cherche à être partagé. Dans mon livre, j'ai choisi d'exclure tout ce que la vie pouvait receler d'affreux, glauque, sinistre. Tout juste aurais-je conservé une touche d'ordinaire, prêtant à sourire. Mon but profond était de célébrer la vie, de peindre symboliquement le mouvement dans le sens où nous sommes tous de passage, en quête de guérison, d'élévation. C'était ma quête. Et cela reste un mode de vie également. L'horreur n'a pas besoin d'être célébrée dans un éternel ressassement névrotique. L'une des métaphores qui m'est chère est celle de la Renaissance, rappelant la beauté des choses, même un peu triste, qui poussera sur tous les sols, même les plus arides et les plus hostiles. Je terminerai avec un extrait sublime de Philippe Jacotet au sujet de la beauté. C'est aussi une modeste lecture adressée à un ami qui y sera sensible. Beauté. Perdue comme une graine, livrée au vent, aux orages, ne faisant nul bruit, souvent perdue, toujours détruite. Mais elle persiste à fleurir, au hasard, ici et là, nourrie par l'ombre, par la terre funèbre, accueillie par la profondeur. Légère, frêle, presque invisible, apparemment sans force, exposée, abandonnée, livrée, obéissante, elle se lie à la chose lourde, immobile. Et une fleur s'ouvre au versant des montagnes. Cela est. Cela persiste contre le bruit, la sottise, tenace parmi le sang et la malédiction, dans la vie impossible à assumer, à vivre. Ainsi, l'esprit circule, en dépit de tout, est nécessairement dérisoire, non payé, non probant. Ainsi faut-il poursuivre, disséminer, risquer des mots, leur donner juste le poids voulu, ne jamais cesser jusqu'à la fin, toujours contre soi et le monde, avant d'en arriver à dépasser l'opposition, justement à travers les mots, qui passent la limite, le mur, qui traversent, franchissent, ouvrent, et finalement parfois triomphent en parfum, en couleur, un instant, seulement un instant. À cela du moins je me raccroche, disant ce presque rien, ou disant seulement que je vais le dire, ce qui est encore un mouvement positif, meilleur que l'immobilité ou le mouvement de recul, de refus, de reniement. En conclusion, je vous dirais simplement de lire, d'écrire, de voir surtout la beauté qui donne un sens à chaque instant de votre existence.